Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là, merci de nous suivre. Merci pour tout l'amour et tout l'engagement qu'on voit sur les réseaux sociaux. Allez nous suivre partout, on est littéralement partout. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, on veut voir les chiffres monter, puis ça monte quand même assez rapidement, on est très contents. Évidemment, on est sur toutes les plateformes audio, Spotify, Apple Podcast. Allez nous suivre là-dessus, laissez des commentaires, laissez des petites étoiles. Je sais pas c'est quoi, comment le rating fonctionne, mais faites toutes ces bonnes choses là. Vous connaissez ça mieux que nous là. Les petites cloches. exact. Salim, comment ça va? Écoute, ça va bien. Je suis bien content qu'on ait un nouvel épisode cette semaine. Puis on est très heureux cette semaine de recevoir un politicien, on va dire, de nouvelle génération. On a eu Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, il y a quelques temps. On a vraiment beaucoup apprécié la discussion avec elle. C'était rafraîchissant. Puis aujourd'hui, on a le grand privilège d'avoir avec nous un autre politicien de cette génération qui ont marqué les dernières élections municipales. Avec nous aujourd'hui, le maire de Laval, Stéphane Boyer. Bonjour. Bonjour Salim, bonjour Georges. Merci beaucoup d'être là. Puis c'est bien que tu le mentionnes, Salim. Je voulais justement commencer par là où on s'était laissé un peu avec Catherine Fournier, votre collègue, la très jeune mairesse de Longueuil. Puis justement, on parlait du fait qu'aux dernières élections municipales, on a été peut-être un peu surpris, mais en ce qui me concerne, content de voir un intérêt grandissant de jeunes personnes qui s'intéressent à la chose politique et évidemment à la politique municipale. Puis on parle pas juste de postes de conseillers municipaux, on parle des grands postes, là, le contrôle des villes. On parle Longueuil, Laval, il y a, je pense, un jeune maire à Saint-Bruno. À Victoriaville. À Sherbrooke. À Granby, je crois aussi. À Granby. Saguenay, oui. Saguenay, donc c'est quand même rafraîchissant. Et je voulais juste vous entendre là-dessus parce qu'il y a évidemment des pour et des contre. Et on voit récemment, malheureusement, des jeunes maires prendre une pause ou dans certains cas, démissionner. Donc, je veux qu'on rentre là-dedans. Oui, bien, je pense que des fois, on me dit, c'est étonnant parce que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. Puis, moi, souvent, je pense que les jeunes s'intéressent à la politique, mais peut-être différemment. C'est-à-dire que l'idée de s'inscrire dans un parti politique, d'aller voter, ça, c'est peut-être une forme, en effet, qui les intéresse de moins en moins. Mais des jeunes qui veulent changer le monde, qui veulent militer pour l'environnement, pour la justice sociale, il y en a plein. Donc, je crois que c'est surtout que l'implication politique prend des formes de plus en plus différentes chez les jeunes générations. Et moi, c'est ce qui m'a emmené aussi un petit peu en politique, c'est de vouloir changer des choses. Donc, peut-être que c'est plus la formule des partis politiques ou de notre système démocratique qui est en train de changer vers autre chose. Ouais. Mais les jeunes générations, définitivement, ont un intérêt dans ce qui se passe dans la société. Quand on voit cette ambition-là de vouloir contribuer, puis c'est une bonne chose parce que nous, on a fait de la politique pendant très longtemps, puis personnellement, je ne sais pas pour toi, Salim, mais on a toujours eu de la misère à aller rejoindre les jeunes et à les faire participer. Peut-être c'était le fait qu'on était au provincial, peut-être qu'ils s'intéressent plus au municipal. Je ne sais pas c'est quoi la formule magique. Peut-être aussi que c'est parce que c'était nous qui étions jeunes à l'époque. Ça se fait aussi. Mais quand tu vois cette ambition-là, puis ce désir-là de participer, et moi, dernièrement, avec ces annonces-là, des jeunes maires qui se sont dit, je peux plus, il faut prendre une pause, ou dans d'autres cas où on a vu des démissions. Moi, je me suis posé la question, est-ce que les jeunes, c'est correct d'avoir l'ambition et de vouloir contribuer et de se prêter au jeu politique, mais est-ce que à cet âge-là, est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour prendre en contrôle et pour faire ce job-là, parce que c'est pas facile. Peut-être qu'il y a une absence d'éducation ou de connaissance de ce que ce job-là requiert. Est-ce qu'ils ont ce qu'il faut? Parce que, et surtout aujourd'hui, là, on va s'entendre, les réseaux sociaux, les critiques, toutes ces affaires-là, la proximité, c'est tellement rapproché des élus, là. Ouais. Instantanément, le gars que te critique, tu le vois sur tes réseaux sociaux. Il y a des vidéos qu'on poste maintenant. Il faut avoir des reels, il faut avoir des stories. Là, les gens commentent. Oh, mais qu'est-ce que les gens pensent? Parce que tu as un intérêt aussi à savoir ce que les gens pensent de la job que tu fais. Donc, on est constamment en train d'absorber toutes sortes d'inputs là, des gens. Est-ce que les jeunes ont cette capacité-là? Est-ce qu'ils ont cette carapace qu'on voit surtout, ou peut-être plus,
aux politiciens d'un autre âge. Est-ce qu'ils sont préparés, dans le fond? Ouais, ben en fait, je suis super content que vous posiez la question parce que quand il y a eu la démission de la mairesse de Gatineau et juste avant, il y avait eu également la mairesse de Sherbrooke qui avait pris une pause. Moi, mon premier réflexe, ça a été d'être inquiet de la réaction des gens. Parce que je veux surtout pas que les gens commencent à dire « Ah, vous voyez bien, on le savait. Des femmes en politique ou des jeunes en politique sont pas faites pour ça, ils t'offrent pas. » Je pense que c'est une mauvaise analyse de la situation. Je regarde là, la première personne qui a mis une pause là, à sa carrière de maire, c'était le maire de Trois-Rivières en 2022, qui n'est pas un jeune, qui n'est pas une femme, qui correspond peut-être plus au modèle d'élu classique qu'on voit. Moi, je pense qu'on ne doit pas faire de lien entre le fait que ça soit une femme ou un jeune. Par contre, je crois que la politique, c'est vrai que c'est de plus en plus difficile parce qu'on est de plus en plus interpellé directement sur les réseaux sociaux, entre autres. C'est facile des fois quand on est... en fait, j'ose m'imaginer, il y a 10 ans, c'était peut-être facile d'être dans l'hôtel de ville, prendre des décisions et de ne pas être trop confronté. C'est sûr qu'il y a toujours eu les médias, mais de nos jours, je donne des exemples. Moi, des fois, il y a des gens qui vont faire une publication sur Facebook, ils vont taguer mon nom, puis là, 2 heures après, ils te critiquent « Hey, t'as pas répondu à ma question. » Puis des fois, là, c'est même des gens qui vont faire ça à 10 heures le soir, puis ils s'attendent. On vit dans l'instantanéité dans notre société maintenant. Ils s'attendent à une réponse tout de suite, partout, tout le temps, puis à travers tous les canaux. Autrefois, les élus recevaient des commentaires de leurs citoyens par lettre. Là, à cette heure, c'est par lettre, par courriel, par Facebook, par LinkedIn, Instagram, c'est au conseil de ville. Donc, ça rentre de toutes les façons possibles. Donc, c'est certain que c'est peut-être plus difficile. Mais quand je regarde Catherine Fournier à Longueuil, je me dis, elle fait très bien ça, elle est solide. Donc, je pense pas qu'il y a un lien entre le fait d'être une femme ou d'être jeune et les quelques démissions qu'on a vues récemment. Mais c'est sûr que d'avoir l'expérience aussi, comme n'importe quel métier, ça l'aide. Moi, comme avant d'être maire, j'ai été conseiller municipal. Donc, j'ai pas... je savais dans quoi je m'embarquais aussi en devenant maire. Donc, il y avait déjà une marche de montée. Donc, c'est sûr que comme n'importe quel travail, devenir maire du jour au lendemain, c'est une grande marche là, pour n'importe qui, en fait. Alors est-ce qu'on peut se tutoyer pour Absolument, l'exercice? Absolument, oui. Parfait. Alors, comme ça va être une conversation plus friendly, comme on dit en bon latin. Stéphane, parle-nous un petit peu de toi, ton parcours, parce que quand même jeune, puis il y a une chose qu'on n'a pas mentionnée, George, c'est que c'est pas juste des personnes qui se sont faites élire maire ou mairesse d'une ville, mais d'une grosse ville. Ah oui. Laval, c'est la 3e ville du Québec. Ouais. Longueuil est quand même une grosse ville, je pense la 4e potentiellement. Là, je me souviens plus. Mais 5, je pense, après Gatineau. Ouais. Bon, en tout cas, on est dans les 9 plus grandes villes du Québec. Donc, quand tu as ta propre STM, là, comment dire, RTL, tu as ta propre société de transport, là, tu es une grosse ville. Mais alors, tout ça pour dire que c'est d'arriver à un poste comme ça d'importance au Québec, être un personnage politique important au Québec, pour sa population certes, mais au Québec dans son ensemble. C'est quoi un peu ton parcours? On veut le savoir, là, les gens qui nous écoutent, là, ils s'intéressent aussi au monde, puis on veut donner la possibilité aux personnalités politiques comme toi de raconter un peu leur parcours. Oui. Ben, moi, premièrement, j'ai jamais pensé faire de politique. Je viens d'une famille plutôt manuelle. Donc, dans ma famille, c'est des électriciens, des entrepreneurs. Donc, c'est pas des gens qui, en fait, tout jeune, il n'y avait pas de discussion politique à la maison. Ce qui m'a emmené vers la politique, c'est les voyages. Très tôt, j'ai fait mon secondaire 4 en Nouvelle-Zélande. Ensuite, je suis allé faire du bénévolat pour les ambulances en Afrique du Sud après mon secondaire. Au cégep, j'avais visité une exposition de photographes qui prenaient des photos des gens qui vivent sur les dépotoirs dans des pays en voie de développement. Donc, j'ai tenté de faire un reportage, entre autres, sur un dépotoir au Nicaragua. Donc, j'ai beaucoup été dans le voyage et je me destinais plus à une carrière dans le développement international. C'est ce qui m'intéressait durant mes études. Je voulais travailler pour des grandes ONG, aller à l'étranger, puis essayer de faire ma part pour tenter de changer le monde. Donc, jeune idéaliste. Et je me suis rendu compte en voyageant que dans tous les pays, dans toutes les régions, dans toutes les villes,
derrière les grands enjeux de société, il y a d'abord et avant tout des décisions politiques qui sont prises. Donc, on peut bien donner de l'argent à UNICEF pour qu'ils tente d'aider des jeunes dans un pays. Si le gouvernement ne fonctionne pas, s'il y a de la corruption, s'il n'y a pas des bonnes politiques publiques en place pour créer un système qui fonctionne bien pour sa population, bien, les pays n'avancent pas. Donc, moi, c'est cette réflexion-là, au courant de mes expériences de voyage et d'études, qui m'a amené à me dire, OK, je vais m'intéresser à la politique. Parce que ce n'était pas sur mon radar avant. Donc, moi, c'est beaucoup ça qui m'a emmené vers la politique. Intéressant. Puis donc, alors, est-ce que... alors, la politique, comment? Donc, directement, as-tu pensé te faire élire comme conseiller de ville? Comment ça s'est passé? Là, en fait, ça a commencé en 2011. En 2011, j'ai terminé justement mon université à Mexico. Et je suis revenu en me disant, bon, Stéphane, il faut que tu t'intéresses à la politique. Ça part de là. À l'époque, il y avait eu la vague orange avec Jack Layton. Ouais. Et donc, il y a deux choses qui s'est passées. Premièrement, en revenant, ça faisait 5 mois que j'étais parti, je reviens chez moi avec mes valises, avec cette réflexion-là, puis il y avait une invitation pour participer à un événement de la députée locale, qui était une députée du NPD à l'époque, et qui invitait les citoyens à participer à cette soirée-là. Donc, je disais, c'est comme un signe de Dieu. Moi qui voulais s'intéresser à la politique, je suis allé à la rencontre, j'ai commencé à faire un peu de bénévolat pour ma députée fédérale à l'époque, et en même temps, je me suis intéressé à ce qui se passait à l'hôtel de ville. Donc, je suis allé dans un premier conseil de ville, et je raconte souvent cette anecdote-là, mais il y avait un citoyen qui était venu poser une question au maire Vaillancourt de l'époque pour savoir c'est quoi la stratégie de Laval en matière de logements sociaux et de lutte à la pauvreté. Puis le maire avait dit, continuez votre question, je vais aller aux toilettes. Puis il a sorti de l'Assemblée. Aïe, aïe. Fait que moi, ça m'avait vraiment choqué. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Donc, de fil en aiguille, j'ai assisté à un deuxième puis un troisième conseil de ville. Et aussi, je souhaitais m'impliquer dans Pont-Viau. Je ne sais pas le quartier où j'ai grandi, mais je travaillais beaucoup avec des organismes communautaires de ce quartier-là. Je m'impliquais beaucoup avec des organismes communautaires du quartier, puis je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses à changer. Puis il y avait entre autres un projet qui s'appelait le projet Commodore. C'était 2 tours de condos de luxe de 30 étages qui étaient sur le dernier terrain qui donnait accès à la rivière. Et c'est un terrain pour lequel la Ville, à 2 reprises, avait dit aux citoyens que ça deviendrait un parc public. Il y avait eu des mises en réserve du terrain pour en faire un parc public. Et là, à un moment donné, du jour au lendemain, il y a un grand projet qui a été annoncé. Donc, un peu tout le quartier était un peu sous choc là, de savoir d'où venait ce projet-là, puis pourquoi c'était plus un parc, pourquoi ça devenait un projet de condo. Donc, je me suis beaucoup impliqué aussi avec des citoyens contre ce projet-là qu'on trouvait un peu démesuré puis qui ne fitait pas dans le quartier. Donc, à l'entour, c'était des duplex, des triplex, des maisons unifamiliales. Ça ne faisait pas de sens. Ça fait du sens au centre-ville, mais pas là où c'était. Donc, il y a ce dossier-là aussi très particulier. Et c'était la commission Charbonneau a commencé à ce même moment-là. Le projet du promoteur avait été parlé à la commission Charbonneau. C'était l'ancien avocat de Vaillancourt qui a été accusé pour corruption, qui avait été entre autres intermédiaire dans le dossier. Donc, tout ça mis ensemble, un intérêt grandissant pour la politique, la volonté de m'impliquer pour régler des enjeux sociaux, ce projet immobilier-là qui me semblait démesuré, les soupçons de corruption, la commission Charbonneau qui a commencé dans ma ville. Comme citoyen lavallois, moi, je suis né, j'ai grandi à Laval. Je me suis dit, bon, ben ça y est, je m'implique. Puis en 2013, à l'élection, je me suis présenté pour être conseiller municipal. C'est quand même fou de voir que à l'âge de 21, 22 ans, tu es élu. Puis c'est pas la première fois. Il y a plein de jeunes élus. Moi, à l'âge de 21, 22 ans, Salim, je te dirais pas où est-ce que j'étais et qu'est-ce que je faisais, mais c'était pas la politique. On comprend bien. Donc, le fait qu'il y ait quelqu'un qui, à ce jeune âge-là, comprend un peu les enjeux et s'implique, moi, je trouve ça fascinant. Puis, nous, on a passé notre carrière en politique. Pas tout. Oui, exact. Pas toute la carrière. Pas toute, là, mais un bon bout de ce qu'on faisait. Je voulais tellement approcher des jeunes, puis on ne les trouvait pas. Puis quand j'entends des histoires comme ça où il y a des jeunes qui se sont lancés, puis qui réussissent maintenant. De 2013, tu es élu conseiller municipal, puis après 2 élections, tu es le maire de la 3e plus grande ville de Laval. C'est quand même quelque chose, là. Et tu as mentionné le maire Vaillancourt. Moi, je voulais aussi revenir un peu là-dessus parce que ça ne doit pas être facile d'être le maire. Ben, c'est pas tout de suite après Vaillancourt non plus, là, il y a une autre administration, mais quand même d'être l'administration qui doit réparer les pots cassés. C'est quoi cette responsabilité-là?
En effet, après Gévancourt, il y a eu Marc Demers. Donc, moi, j'étais conseiller municipal dans l'équipe de Marc Demers, qui était un ancien policier qui avait... il était enquêteur. Il avait, entre autres, enquêté sur Gévancourt quand il était policier. Puis, à ce moment-là, on l'avait un peu destitué de ses fonctions pour lui donner d'autres dossiers dans la police. Donc, on comprend qu'il y a peut-être justement même une tentative de l'écarter du dossier. Donc, il y a eu un gros effort de fait pour rétablir la confiance. C'est peut-être le plus grand défi qu'on a eu à Laval. C'est qu'après la commission Charbonneau, la corruption, on a eu dans plein de villes au Québec, mais Laval a été la ville la plus touchée. C'était un des plus gros scandales de corruption au Canada. Donc, quand on est rentré en place, en fait, tous les élus de l'époque Vaillancourt, à l'exception d'un seul, avaient quitté. Et tous les plus hauts fonctionnaires de la ville avaient aussi quitté. Les 15 plus hauts fonctionnaires avaient quitté le bateau. Donc, premièrement, les élus, on devait apprendre c'était quoi notre rôle. On était tous verts, comme on dit, c'est-à-dire que tous les élus en 2013 au Conseil de ville de Laval n'avaient pas d'expérience, n'avaient jamais été élus dans leur vie. Donc, il fallait apprendre c'est quoi notre rôle, nos responsabilités, c'est quoi nos outils, comment est-ce qu'on doit se comporter ou agir. En temps normal, il y a toujours des députés ou des conseillers municipaux qui sont déjà en place qui te montrent un peu comment ça fonctionne. Mais aussi, au niveau de l'administration, il y a eu une perte de confiance totale. Donc, à chaque fois que les élus qu'on demandait quelque chose, il y avait un peu un sous-entendu « Pourquoi tu me demandes ça? » Donc, il y a toujours cette crainte-là de « Est-ce qu'il y a quelque chose de caché derrière la demande? » Alors que nous, on arrivait de bonne foi avec des idées pour changer la ville. Puis ça, c'est peut-être un des défis aussi, c'est que beaucoup des élus en 2013, après la commission Charbonneau, on arrivait nouvellement en place, puis on avait plein d'idées, plein d'ambitions pour notre ville. Mais on se rendait compte que la ville n'était plus en état de faire des projets. Tout était à reconstruire. Puis d'ailleurs, toutes les politiques, les façons de faire, les règlements, il n'y a rien qui avait été mis à jour depuis une vingtaine d'années. On utilise encore les fax entre les départements. Le schéma d'aménagement de la ville qui détermine comment on développe la ville datait des années 70. Il n'y avait rien de moderne. Donc, on a dû mettre un peu de côté nos ambitions pour les nouveaux projets de parcs ou d'aménagement urbain pour reconstruire la confiance entre les élus et l'administration, apprendre c'est quoi notre rôle, puis moderniser en fait tous les outils de la municipalité et les règlements de la municipalité. Donc, il y a eu plusieurs années dédiées à ce travail de reconstruction-là pour les bases. Et là, moi, je suis bien heureux parce que j'arrive 2 mandats plus tard où là, on a une administration super efficace qui roule bien, la confiance est rétablie et où on peut vraiment s'attarder à réaliser des nouveaux projets. Et donc, c'est une phase qui est très excitante pour Laval. Il y a plein d'opportunités qui se présentent à nous. On parle beaucoup de la crise d'habitation. Bien, il y a plein de grands centres d'achat qui souhaitent se redévelopper, construire l'habitation par-dessus les stationnements. Donc, on est un peu à la veille là, d'un grand renouveau à Laval qui va changer l'image de la ville. Donc, pour moi, c'est vraiment excitant d'être là dans ce timing-là. Oui, puis en plus de ça, il y a de plus en plus de personnes aussi qui veulent aller à Laval, profiter justement de l'activité économique, des centres commerciaux, etc. Je le sais parce que mon épouse et moi, parfois, on y va, même si ça nous prend de traverser 2 ponts. Mais Stéphane, on va essayer d'entrer un petit peu plus dans le contenu, un petit peu politique. Les villes aujourd'hui, les municipalités, et puis pas juste au Québec, mais un peu partout dans le monde. On va se limiter au Québec aujourd'hui. Elles ont de plus en plus, mais alors là, vraiment de plus en plus de responsabilités sur le dos. On le sait, hein, c'est un gouvernement ou une administration de proximité, donc proche des citoyens, à qui on demande de plus en plus et de plus en plus. On parlait des changements climatiques, ça a toujours été quelque chose de vague dans l'esprit des gens. On s'est toujours dit que c'était les autres paliers de gouvernement, fédéral, provincial, qui s'en occupaient. Mais quand il y a quelque chose qui se passe, comme une tornade à Gatineau, là, il reste que c'est une municipalité. Pour réagir. C'est ça. Puis là, je sais qu'on est pris dans plusieurs municipalités avec des îlots de chaleur, etc. Puis donc, l'importance des parcs, hein, tu t'en parlais tantôt, etc. Puis d'avoir de la végétation, des arbres, ça peut paraître fou, mais oui, on est rendu là, ça prend ça. Là, je parle d'environnement, mais ça pourrait être d'autres choses, hein, l'itinérance et bien d'autres affaires. Comment les municipalités peuvent faire ce qu'elles faisaient déjà et devoir s'occuper aussi de phénomènes qui n'existaient pas avant et qui existent aujourd'hui? Oui. Je pense qu'il y a une partie qui c'est de l'évolution naturelle. C'est-à-dire que dans la vie humaine, lorsqu'on comble un besoin,
T'sais, une fois qu'on se sent en sécurité, on se dit, bon, ben, je vais m'acheter une maison. Une fois qu'on a une maison, on se dit, bon, ben, je vais m'acheter du beau linge. Une fois qu'on a du beau linge, on se dit, bon, ben, je vais me développer à titre personnel comme individu. Donc, c'est certain qu'on veut toujours mieux. C'est ça qui nous fait avancer comme société puis qui nous fait progresser. Donc, on n'est plus à l'ère où la ville, son rôle, c'était simplement d'avoir une police, d'avoir du déneigement puis du ramassage des ordures. Ça, on doit continuer à le faire, évidemment, puis on doit le faire mieux. Mais il y a de plus en plus de besoins qui émergent de tous bords, tous côtés. Puis l'environnement, les changements climatiques, c'est peut-être le meilleur exemple. On a de nos jours, juste dans la dernière année, on a vécu des feux de forêt historiques. On a vécu en 2017 puis en 2019 des inondations records qui devaient se passer juste une fois aux 300 ans. On a eu presque seulement 2 ans d'écart. On a de plus en plus de tornades au Québec. On s'en rappelle déjà plus parce qu'il y a peut-être eu trop de choses qui sont passées dans l'année, mais on a eu un épisode de verglas au printemps dernier qui a coupé la moitié du Québec de son électricité. Et là, cet hiver, on a un hiver presque sans neige. Donc, c'est vraiment c'est concret. C'est réel, les changements climatiques. Laval, on est une île. On a des routes qui longent les rivières et on a, entre autres, des routes qui s'affaissent avec l'érosion des berges qu'on doit reconstruire. On a un chantier qui va coûter probablement 75 millions pour refaire une rue parce qu'elle longe la rivière et que la rivière est en train d'emporter la rue. Puis là, on n'arrête pas de la fermer de manière urgente pour faire des travaux de maintien. Donc, c'est des nouvelles réalités auxquelles on doit faire face et donc le rôle des municipalités se complexifie. Ce qui est difficile des fois, c'est qu'on n'a pas toujours les ressources, c'est-à-dire qu'on ne contrôle pas les lois. On doit essayer de trouver des solutions dans le cadre des lois existantes. Et l'autre difficulté, évidemment, c'est les ressources financières. Et ça, personne n'y échappe. Comme individu, les coûts de la vie augmentent. Comme gouvernement, les coûts de construction, les salaires augmentent aussi. Quand l'inflation augmente de 6-7 %, moi, mes employés me disent qu'il me faut une augmentation de salaire de 6-7 % moi aussi pour maintenir ma qualité de vie. Mais même la construction, on n'en parle pas beaucoup, mais les coûts de construction augmentent plus vite que l'inflation pour le consommateur. Donc, dans les 2 dernières années, on estime que le coût des chantiers a augmenté de 30 %. Donc ça, c'est vraiment, ça nous met devant des situations où est-ce qu'on doit repenser la façon de faire les choses. On ne peut pas juste, il faut augmenter les taxes parce qu'on n'a pas le choix pour assumer ces dépenses-là, mais on va falloir faire différemment. Et un des cas peut-être les plus parlants, une des solutions, c'est la densification des villes. Donc, construire 1 kilomètre de rue coûte environ 2 millions de nos jours. S'il y a juste 50 maisons dessus, c'est 50 familles qui vont se partager le 2 millions dans leurs factures à travers leurs taxes. Par contre, si on a 200 logements sur cette rue-là, on répartit la facture sur un plus grand nombre de personnes. Donc, c'est une façon qu'on a pour contrôler les coûts, de développer le territoire différemment, d'essayer de limiter la construction de nouvelles infrastructures, mais d'utiliser davantage celles qui existent et de les utiliser mieux. C'est ça. Donc, en fait, une densification, on essaye de lutter donc contre l'étalement urbain, donc c'est ça que je comprends. Alors ça, forcément, ça nécessite un transport collectif qui a de l'allure pour que les gens puissent l'utiliser de manière fiable pour se déplacer. Ça aussi, ça coûte de l'argent. Oui. En effet, c'est un des grands défis en ce moment. Le télétravail a fait en sorte que les utilisateurs qui prenaient le transport en commun 5 jours semaine avant le prennent maintenant 2 ou 3 fois. Donc, il y a moins de revenus qui proviennent de la vente des billets. Donc ça va créer un gros déficit d'environ 500 millions de dollars par année, en plus de l'augmentation des coûts de construction. Donc maintenant, quand on entretient un garage pour les autobus ou qu'on construit une rail de train ou de métro, elle coûte plus cher aussi à construire, mais elle coûte aussi plus cher à entretenir. Donc là, on est devant ce défi collectif-là de trouver de l'argent pour maintenir les services de transport en commun. Parce que des fois, les gens me disent, là, s'il y a juste 80 % de l'achalandage d'avant la pandémie, pourquoi vous n'offrez pas juste 80 % du service? Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. L'autobus qui avait 35 personnes avant, est-ce qu'on doit l'éliminer parce que maintenant, il y a 25 personnes dans l'autobus? Si on fait ça, on va s'enfoncer dans un cercle vicieux. Si il y a de moins en moins de services de transport en commun, les gens vont le prendre de moins en moins, donc il y aura de moins en moins de revenus autonomes, donc il y aura aussi un déficit de plus en plus grand. Donc la solution n'est pas évidente à trouver, mais je crois qu'on ne peut pas abdiquer sur le transport en commun parce qu'il y a un défi contextuel financier.
on sait que pour notre avenir collectif, c'est une solution. Puis c'est pas juste pour l'environnement, là. C'est pas juste pour réduire nos gaz à effet de serre. Le transport en commun en Grand Montréal fait des millions de déplacements par année. S'il y a moins d'autobus, moins de métro, ça veut dire plus de gens qui vont s'acheter une voiture, qui vont prendre leur voiture pour se déplacer, donc plus de congestion, donc on ne réglera rien. Donc, je pense qu'on a tout à gagner, qu'on soit utilisateur ou non du transport en commun, de trouver une solution pour le manque à gagner là, qu'on vit aujourd'hui. Mais c'est quand même complexe. Hein. C'est de trouver, de faire ce puzzle-là, parce que, on parle beaucoup d'habitation dernièrement, puis de logement, mais c'est pas un nouveau phénomène. Ça fait des années maintenant qu'on voit un certain exode de Montréal vers les banlieues ou vers la couronne de Montréal, que ce soit dans la Rive-Sud ici ou à Laval, parce que les logements étaient plus abordables à Montréal. Le problème, c'est que ces gens-là travaillent toujours en grande partie à Montréal. Donc oui, tu vas aller t'acheter moins cher à Laval ou à Brossard, mais il faut quand même te déplacer pour aller travailler puis retourner à la maison. Donc, pour une ville comme Laval, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a des gens qui rentrent, c'est du développement, c'est des nouvelles maisons, c'est des beaux projets. Sauf que là, on crée un autre problème. Un problème de transport. OK, le REM arrive, c'est une solution, mais quand tu prévois l'île au complet et le plan de développement de cette île-là en prévision de une population qui est de plus en plus grandissante, le problème de transport aussi devient de plus en plus important. Mm-hmm. Oui, puis moi je dis souvent que un des problèmes, c'est qu'on a voulu développer Grand Montréal en forme d'étoile, ou est-ce qu'on a tout conçu pour aller vers le centre-ville de Montréal puis revenir du centre-ville de Montréal. Puis je dis souvent que si on essaie d'envoyer toutes les personnes au même endroit au même moment, on ne réglera jamais le problème de la congestion. Donc, on devrait peut-être plutôt voir le Grand Montréal comme un endroit où il y aurait plusieurs pôles, plusieurs petits centres-villes. Ça ferait en sorte qu'on répartirait mieux les déplacements automobiles. Ça ne fait pas de sens pour moi le matin que d'un côté de l'autoroute, c'est bumper à bumper, puis de l'autre côté, c'est désert. Exactement. Donc, si à la place de développer un gros centre-ville à Montréal, on développerait plusieurs pôles un peu partout, les déplacements se feraient dans plein de sens, donc il y aurait une meilleure répartition des déplacements. Ça ferait aussi que les distances à parcourir seraient plus courtes, donc moins de gaz à effet de serre, moins de congestion, des trajets même en transport commun peut-être plus courts. Donc, il y a là une solution. T'sais, on doit repenser comment on développe nos quartiers. Et la pandémie aura peut-être été cette solution-là. En fait, nous a permis... Je fais un pas en arrière. Souvent, un des grands défis, c'est que on se plaint de ce qui va mal et on spot tous les enjeux et tous les problèmes dans la société. Mais comme humain, on est aussi réticent au changement. On est bien dans nos habitudes, on ne veut pas trop changer nos façons de faire. Mais la pandémie nous a forcés à se re-questionner. Moi, je pense 1 an avant la pandémie, je n'étais pas encore maire, mais je parlais au directeur général de la ville, puis je disais, pourquoi est-ce qu'on force les employés à être de 9 à 5 au bureau à tous les jours? On s'en fout qu'ils soient là. T'sais, ce qu'il faut, c'est que le rapport soit rédigé ou que les courriels soient répondus ou que la personne soit en réunion, quelqu'un en réunion. Après ça, si l'employé fait son rapport dans son salon ou au Starbucks, qu'il le fasse à 7 h le matin ou à 7 h le soir, c'est pas grave, ça. C'est pas ça qui compte. T'sais, c'est comme si on avait une vieille logique des chaînes de production dans les usines où tout le monde doit être là en même temps parce que tu passes ton morceau au suivant. Donc, tous les maillons de la chaîne doivent être là. Mais dans une société de service, c'est plus vraiment ça la réalité. Et à l'époque, la réaction du directeur, c'était de dire, t'as raison, mais tu sais, c'est tellement un monstre, là, on ne sera jamais capable de changer ça. Et la pandémie est Pourtant, la pandémie est arrivée, puis en 48 heures, tout le monde est rentré en télétravail. Mais c'est pas juste ça. Il y a aussi le défi, puis on le voit à Montréal, c'est beaucoup plus pratique de faire ça, puis c'est totalement logique. Tu n'as pas besoin d'être au bureau. Sauf qu'il y a toute une économie qui, historiquement, s'est développée autour du lieu de travail. Puis là, tout à coup, tu es à la maison, mais le restaurant puis le commerce qui se trouve sur la même rue, ben là, il y a moins d'argent qui rentre. Puis on le voit surtout au centre-ville de Montréal. On a remarqué cette transition-là où il y a presque plus de vie. Là. Mais en effet, mais je crois que c'est une transformation. Donc, il va y avoir des gagnants puis des perdants. C'est sûr que le centre-ville de Montréal, qui était habitué d'accueillir un très grand nombre d'employés les jours de semaine, avait en effet plusieurs commerces qui vivaient de ces personnes-là. D'autre côté, souvent en périphérie, dans les banlieues, c'était plus désert. Il n'y a pas de service dans les quartiers. Ouais. Alors que là, avec la pandémie, les gens ont commencé à sortir, à aller se promener dans leur parc de quartier.
Et moi, je le vois à Laval ou sur la Couronne-Nord, les gens ne veulent plus faire 1 heure de transport pour aller au centre-ville de Montréal. Ils veulent vivre plus proche de chez eux. Ils veulent pouvoir vivre dans leur quartier. Et ce que je vois, moi, en ce moment à Laval, c'est plein de nouveaux restaurants qui ouvrent des portes, des nouveaux commerces, parce qu'il y a cette volonté-là de vivre plus proche de chez soi. Donc, je crois que c'est vraiment une transformation qu'on va être en train de vivre. Ça fait en sorte que le centre-ville de Montréal doit se poser des sérieuses questions sur son avenir. Est-ce que ça va être moins d'espace à bureau, plus de logement? Peut-être que c'est ça qui va se passer. Mais ça nous force à se re-questionner. Non, effectivement. Puis, Stéphane, je vais t'emmener aussi sur un autre petit terrain. On vit au Canada. Le Canada, c'est comme ça. Les municipalités sont une création des provinces. Donc, Montréal, Laval, Longueuil et toutes les autres municipalités sont une création du gouvernement du Québec. Il y a bien sûr il y a forcément donc une relation avec le gouvernement du Québec. Évidemment, les municipalités ont, je ne veux pas dire leur champ de compétences parce qu'on n'est pas dans un débat constitutionnel, mais elles ont une certaine forme d'autonomie à l'intérieur des lois et il y a une possibilité aussi de légiférer comme règlement au niveau des villes. Là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de pression sur les villes. Donc, j'imagine quand même qu'il y a aussi une demande des villes et puis des différentes organisations qui fédèrent ces villes, donc la Fédération ou l'Union des municipalités, etc. Aussi à ce que le gouvernement du Québec puisse peut-être aider à ce financement-là. Et quand je dis aider, ce n'est pas nécessairement avec des transferts de fonds directement, mais peut-être de donner des moyens aux municipalités d'aller chercher des revenus supplémentaires parce qu'on a beau monter les taxes, à un moment donné, c'est sûr que le citoyen il est plus capable. On va se le dire bien franchement. Comment ça va avec le gouvernement du Québec? Je crois que c'est une relation qui est complexe parce qu'en effet, les municipalités dépendent beaucoup du gouvernement du Québec. C'est eux qui font les lois. Elle est complexe aussi parce que les revenus, souvent du gouvernement fédéral ou provincial, augmentent plus vite que les revenus des villes. Et donc, c'est sûr que la tendance des villes, c'est de dire, aidez-nous, vu que vous avez plus de ressources. Ouais. En même temps, la vision du gouvernement du Québec, c'est de dire, vous avez votre pouvoir de taxer, et faites-le, puis arrêtez de venir nous achaler. Il y a une raison très technique qui rend ça difficile pour les villes. C'est que, en fait, souvent, on dit que les villes augmentent leurs taxes. On diminue nos taux de taxation. Il y a une nuance qui est importante. Tout le monde, collectivement, année après année, on paye plus de TPS puis de TVQ et on paye plus d'impôts provinciaux et fédéraux parce que les salaires augmentent au fil des années, que l'économie grossit au fil des années. L'inflation aussi. Oui, donc naturellement, les budgets du gouvernement du Québec ou du gouvernement fédéral augmentent de 3, 4, 5, 6 % naturellement, puis personne ne conteste ça. Les villes, quand on dit qu'on augmente les taxes de 3 %, en fait, c'est qu'on augmente, on dit on va aller chercher 3 % de plus de revenus. Mais on est taxé davantage parce que les gens ils reçoivent une facture. C'est facile de la comparer et de dire « Hey, l'année dernière, je payais 2000, là, je paye 2200 ». Et donc, il y a comme ce traumatisme-là d'avoir l'impression que les villes sont gourmandes et taxent de plus en plus. Dans les faits, quand je suis devenu élu, moi, le taux de taxation par 100 $ de valeur sur une maison était de 1 $ et quelques cents. Aujourd'hui, il est rendu de 65 sous. Presque à chaque année, on diminue le taux de taxation. Mais c'est pas ça que les journalistes retiennent, c'est pas ça que les citoyens retiennent. Ils retiennent la facture, le montant de la facture qu'ils comparent. Absolument. Mais si on pouvait aisément, facilement comparer ce qu'on paye en impôts il y a 5 ans, quand mon salaire était 20 % moins élevé, je me rendrais compte que je paye beaucoup plus d'impôts, moi aussi, à chaque année. Mais il n'y a pas ce trauma. Le gouvernement du Québec n'a jamais à dire « Hey, j'augmente les impôts cette année ». Ils augmentent naturellement. C'est juste qu'on n'est pas capable de comparer facilement la quantité de TPS, TVQ ou d'impôts qu'on paye, donc ça passe plus inaperçu. Donc, pour des raisons un petit peu techniques, les villes, on a cette pression médiatique, cette pression de l'opinion publique de limiter le plus possible les nouveaux revenus qu'on va chercher. Mais si on avait maintenu le même taux de taxation, tout comme Québec et Ottawa maintiennent leur même taux d'imposition ou de TPS, TVQ, les coffres de la ville seraient beaucoup plus garnis. Mais à cause de cette réalité-là, c'est plus difficile pour nous d'aller chercher des revenus. Je pense que c'est ça la conclusion. C'est difficile pour nous d'aller chercher des nouveaux revenus. Puis c'est pour ça que les municipalités, on demande souvent l'aide aux autres pays de gouvernement pour qui les revenus augmentent plus rapidement. Oh, les autres, le gouvernement du Québec, parce qu'au fédéral, vous ne pouvez pas.
Ben, en fait, En infrastructure, peut-être? le fédéral a beaucoup d'argent. Oui. Puis on se plaint pas. Là, en général, ils répondent présents pour à peu près tous les enjeux. En tout cas, dans les dernières années, le gouvernement a beaucoup créé des nouveaux programmes. Mais au Québec, il y a une loi qui dit que le fédéral ne peut pas donner d'argent directement aux municipalités. C'est le gouvernement du Québec qui doit décider c'est quoi les priorités au Québec. Donc, en fait, on ne voit pas vraiment la couleur de cet argent-là. C'est-à-dire que quand le fédéral dit on met 4 milliards en habitation pour aider les villes, dans toutes les autres provinces, c'est vrai. Au Québec, le chèque va au gouvernement du Québec. Et là, lui décide qu'est-ce qu'il en fait. Parfois, il va créer des nouveaux programmes, puis ça descend, ça revient aux municipalités. Parfois, Québec les garde pour ses propres besoins. Je veux qu'on parle un peu d'une peut-être nouvelle réalité à Laval. Et ça, c'est la montée du crime. On voit dernièrement, peut-être la dernière année ou presque, une montée quand même spectaculaire des violences armées, la présence du crime organisé. Qu'est-ce qui se passe à Laval? Pas juste Laval. Voyons. Non, pas juste Laval. C'est un peu partout. Mais moi, je suis surpris parce qu'on n'entendait jamais des gangs de rue et puis Mais il faut dire que ça s'est accéléré un peu partout dans de grandes régions de Montréal et même ailleurs au Québec. Ouais. Vous avez raison. En fait, dans les années qui a suivi la pandémie 2021-2022, il y a eu une augmentation importante de la criminalité. On l'a vécu à Laval, Montréal l'a vécu, Toronto, dans la plupart des grandes villes d'Amérique du Nord. D'ailleurs, je me rappelle, en 2022, j'étais dans une rencontre avec les maires des 15 plus grandes villes du Canada et c'était l'enjeu. Tout le monde parlait de criminalité puis d'augmentation de criminalité, même des villes dans les maritimes où, traditionnellement, n'avait aucun défi de criminalité. Ce qu'on voyait, c'était beaucoup plus d'armes en circulation et souvent beaucoup plus de gangs de rue, des jeunes qui se donnent des défis sur les réseaux sociaux, qui commettent des actes irréparables, mais aussi le crime organisé qui commençait à engager des adolescents et qui leur donnait 1 000 $ pour dire « va tirer sur cette maison-là », puis les jeunes le faisaient. Donc, c'était des choses assez tristes. Moi, ma première année de mandat comme maire a été beaucoup marquée par ces grandes tragédies-là. Heureusement, par contre, ça s'est beaucoup amélioré. Le nombre de crimes à Laval a diminué de moitié l'année dernière. Donc, il y a eu beaucoup d'efforts de fait pour que les corps policiers se parlent mieux, échangent plus d'informations. On a augmenté le nombre d'enquêteurs, le nombre de gens qui font de la filature. Le gouvernement fédéral a aussi resserré le contrôle aux frontières. Donc, tout n'est pas parfait, mais disons que la situation, et je crois que c'est pareil à Montréal, s'est beaucoup calmée depuis 1 an ou 2. Espérons que ça ne revienne pas. Ça reste que quand on se compare au taux de criminalité des années 90 ou 80 ou 70, ça n'a rien à voir. On est beaucoup plus bas qu'on était historiquement. Mais oui, durant la pandémie, il y a eu une recrudescence de la criminalité. Mais cette recrudescence-là semble être... En fait, ça semble être revenu à la normale là, depuis 1 an. Je veux juste qu'on reste sur ce sujet-là parce qu'il y avait eu, je pense l'année passée, un reportage qui a été fait sur le poste de policier. Est-ce que c'est toujours attrayant? Est-ce que ça vaut la peine? Tout le monde maintenant avec des caméras, on te voit, il y a de la pression. Est-ce qu'il y a du profilage racial? Il y a plein d'affaires là, que les policiers doivent gérer au point où ils se demandent, est-ce que ça vaut la peine d'être un policier? Ce qui a fait en sorte, évidemment, que ça affecte les effectifs, là, évidemment, des villes. Là. Quand on n'a pas de policiers, ça affecte la sécurité. Est-ce qu'on voit ça à Laval? Dans tous les corps policiers, je pense que c'est un grand défi. Moi, ce qui m'a surpris, c'est peut-être à quel point l'opinion publique change en fonction des circonstances. Ouais. Avant la pandémie, la criminalité était rendue très basse. Les enjeux qui nous préoccupaient, c'était les enjeux d'égalité sociale, les cas qu'on voyait où il y a eu du racisme, par exemple, auprès des policiers. Et là, tout le discours, toute l'attention politique, médiatique des citoyens était sur « defund the police », les caméras corporelles. Il faut que la population se protège des policiers qui franchissent une ligne qu'ils ne devraient pas franchir ou qui abusent de leur pouvoir. Là, est arrivée la pandémie, est arrivée une hausse du crime organisé, des gangs de rue, une hausse de la circulation des armes à feu sur le territoire. Et là, le discours a totalement changé. Là, c'est « refund the police », plus de policiers, plus d'armes.
Et on le voit aussi au niveau de l'habitation. Il y a quelques années, l'attention de l'opinion publique était beaucoup portée sur des projets immobiliers, justement, qui étaient trop gros, qui ne faisaient pas notre affaire. Quand les municipalités essayaient d'accepter un projet qui était... des fois, on avait Des fois, il y a vraiment des projets qui sont démesurés, qui ne faisaient pas de sens. Mais je me rappelle à Québec, où est-ce qu'il y avait un quartier où vous voulez juste passer de 1 étage à 2 étages... Puis il y avait eu une levée de bouclier citoyenne pour dire que c'est inacceptable. Et le point de vue qu'on défendait beaucoup, c'était respect de la démocratie locale, de ce que le voisinage veut accepter ou ne pas accepter. Puis là, aujourd'hui, le gouvernement du Québec a passé une loi pour que les villes puissent bypasser tous les règlements d'urbanisme, pour pouvoir donner le feu vert à n'importe quel projet sans que les citoyens aient un mot à dire. Et puis on trouve ça correct. Mais je pense qu'on doit peut-être, comme société, réussir à prendre souvent un pas de recul sur l'actualité du moment, puis de se dire, OK, est-ce que le discours fait toujours du sens ou est-ce qu'on est juste omnubilé par les récentes nouvelles qu'on a vues qui nous font peur? Donc, je crois qu'il faut toujours un peu tempérer ce discours-là. Fait que bref, les enjeux dans la police qui existaient avant la pandémie, je crois, existent toujours. Il faut continuer à les adresser. Mais il faut toujours garder en tête, je crois, le bigger picture, puis pas juste comme OK, il s'est passé telle chose la semaine dernière, ben là, maintenant, on doit changer toutes nos façons de faire. Ouais. Là, il me semble, il y a une année à peu près, il y a eu une conférence de presse à Laval, justement, avec le ministre de la Sécurité publique. Et je pense que le public qui ne vous connaissait pas vous a connu à travers cette conférence de presse qui était, soit dit en passant, très respectueuse, mais pas du tout complaisante, dans le sens que vous jouiez votre rôle de maire parfaitement. Et dans le fond, vous vouliez passer un message, celui que, dans le fond, une vie montréalaise, ou plutôt une vie lavalloise ne vaut pas moins qu'une vie montréalaise ou ailleurs dans la province. Évidemment, ça, c'est un peu dans le contexte que George a discuté, puis avec le contexte que vous avez apporté aussi. Disons qu'au Québec, c'est quand même assez rare qu'un maire mette le pied à terre face au gouvernement du Québec. Mm-hmm. Qu'est-ce qui a fait que vous avez mis le vôtre à terre publiquement en plus, je veux dire, dans une conférence de presse? La frustration de ne pas être traité équitablement. On l'a dit, Laval, c'est la 3e plus grande ville du Québec. Dans les chiffres, souvent dans les faits, on n'a pas notre part du gâteau. Puis moi, ce qui m'a beaucoup fâché dans le dossier de la criminalité, c'est que comme maire, quand j'ai été élu, souvent, je suis sur des scènes de crime. Il y a eu plein de commerces qui ont été incendiés, tentatives d'extorsion. Il y a un jeune qui s'est fait tirer dans une bibliothèque municipale, des règlements de compte dans des restaurants en plein jour. Et ça me choquait beaucoup et je me faisais interpeller par les journalistes. Est-ce que Québec en fait assez? Et moi, je répondais aux journalistes, je disais, écoutez, la police, c'est ma job. C'est la job de la municipalité. Alors oui, sur certains dossiers, je vais demander plus d'argent de Québec, mais là-dessus, je considère que c'est ma job. Puis on va prendre nos responsabilités, puis on va investir, nous, comme municipalité, plus dans notre police. Et de l'autre côté, la veille de la campagne électorale, alors que Montréal vit les mêmes enjeux que nous, reçoit $250 million pour financer l'embauche de 250 policiers municipaux. Et là, à partir de là, moi, j'ai commencé à dire à Québec, j'ai dit, correct, si vous voulez financer l'embauche d'employés municipaux, je ne me plaindrai pas de ça, mais on a le même enjeu que Montréal, donc j'aimerais qu'on reçoive la même aide que vous avez donnée à Montréal. Et pendant 1 an, on a eu des discussions entre la fonction publique, de cabinet à cabinet, pour tenter de régler le problème, pour dire, si vous êtes prêts à aider Montréal, il faut que Laval soit aidé aussi, on a le même défi. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est au bout d'1 an de négociation, on a reçu une aide, que je remercie, on a reçu 20 millions, mais qui était quand même 3 fois moins que la ville de Montréal au prorata de nos populations. Et quand je regarde le budget du gouvernement du Québec, le plus récent budget déposé, le PQI, au mois de mars dernier, Montréal reçoit 2,5 fois plus d'argent par habitant que Laval. 5 fois plus d'argent en transport commun, 4 fois plus d'argent en santé, 26 fois plus en tourisme. Montréal a un poids médiatique très important. La municipalité a une machine de guerre en relations gouvernementales.
Et souvent, les villes de Québec et Montréal, je crois, parce qu'ils ont beaucoup d'attention médiatique, reçoivent beaucoup de projets puis beaucoup d'investissements de la part du gouvernement du Québec. Mais moi, je m'attends que nos élus à Québec soient capables d'aller au-delà de cette pression médiatique-là et de traiter les régions du Québec de manière équitable. C'est pas normal qu'au prorata de nos populations, une région reçoive 2, 3, 4, 5, 6 fois plus d'argent. Et donc, moi, c'est ça le point que je voulais faire. C'est, moi, j'ai été bon joueur. J'ai tenu à respecter ma responsabilité comme ville. Je ne vous ai jamais mis de pression, mais si vous êtes prêt à aider une ville, il ne faut pas que ce soit une seule ville. Il faut que l'aide soit équitable. Et c'est pour ça qu'en conférence de presse, j'ai dit... Puis c'était pas contre le ministre Bonnardel. Honnêtement, c'est un message global que je leur ai envoyé au gouvernement du Québec de dire soyez équitable dans le financement et entre les régions. Le temps file, je sais que vous êtes très occupé. Une dernière petite question, juste en termes de projet, réalisation, à quoi est-ce qu'on s'entend là bientôt pour Laval? Beaucoup de beaux projets. Surtout, on sait qu'il y a une pénurie de logements, une pénurie d'habitation. On a beaucoup de grands... Laval est connu pour ses autoroutes et ses centres d'achat. Donc, la plupart de nos grands centres d'achat travaillent activement à des plans de redéveloppement. Et donc, c'est des milliers et des milliers d'habitations qui sont en préparation en ce moment. Donc, le visage du centre de Laval, surtout, va changer. On va voir beaucoup de nouveaux logements se construire dans le centre-ville. Puis nous, on veut en profiter pour en faire des quartiers qui vont être exemplaires. On a annoncé d'ailleurs un projet de créer un grand parc linéaire qui va faire environ 1 km de long, qui va traverser d'est en ouest notre centre-ville. On a aussi un très grand terrain qui nous appartient à la municipalité où on veut construire un nouveau quartier modèle. Ça va être un quartier carboneutre, sans voiture. On pense pouvoir construire 4000 logements sur ce terrain-là, mais aussi avoir de la place pour les entreprises innovantes. Donc, on veut des laboratoires et on aimerait aussi avoir des nouveaux pavillons d'enseignement collégial et universitaire. Donc, et tout ça sera axé alentour de la thématique de la santé. On a déjà beaucoup d'entreprises en santé, biotechnologie, Moderna qui est venu récemment. On a une centaine d'entreprises là, au pourtour de ce terrain-là, déjà dans les sciences de la vie. Donc, on souhaite miser là-dessus. Donc, je crois que les citoyens doivent s'attendre à ce que vraiment là, le visage de la ville change de plus en plus pour une ville qui va être plus dense, mais qui va aussi mieux protéger les boisés qui restent, les terres agricoles qui restent. On va avoir aussi des quartiers plus verts parce que dorénavant, on a un nouveau règlement d'urbanisme. Chaque nouveau projet qui va se construire à Laval doit avoir 25 % d'espace vert sur son terrain. Il n'y a aucune autre ville là, qui a ça en ce moment dans leur règlement. Donc, évidemment, ça prend du temps que les arbres poussent et qu'on profite de cette belle canopée-là. Mais l'image classique que nous avions de Laval, du centre d'achat avec des parkings à l'infini sur le bord d'une autoroute, là, va être de moins en moins vrai. On va mettre un point là-dessus. Juste rapidement remercier tout le monde d'avoir écouté, de nous avoir suivis. Allez vous abonner sur notre chaîne YouTube, aidez-nous à grandir. Allez sur les réseaux sociaux. Allez nous suivre sur Spotify, Apple Podcast. Merci beaucoup. Merci Salim. Stéphane Boyer. Un grand plaisir. Ça fut un plaisir également. Un grand merci et on vous voit tous encore avec un nouvel épisode la semaine prochaine. Merci tout le monde. Ciao.